Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle saison, donc avec une reprise des mercredis de l'espoir. Donc voilà la nouvelle saison qui commence, en espérant que ce sera fructueux et que nous pourrons avoir de bonnes nouvelles, je dirais. Alors, quel est donc le thème de ce soir? Le thème de ce soir, comme vous avez sans doute pu le voir jusqu'ici, c'est dépasser l'héritage de mai 68. Nous vivons toujours dans cette période, donc je pense que c'est assez intéressant d'étudier ce que nous a légué cet héritage, dans quelle situation nous nous retrouvons suite à cela et pourquoi c'est arrivé et où on en est en fait de la situation actuelle. Alors, donc je vais peut-être me mettre en petite apparition ici, voilà. Donc nous allons pouvoir commencer cette séance des mercredis de l'espoir. Bon, alors, avant cela, toutefois, avant de commencer, je fais une petite digression sur les initiatives, enfin une initiative principale, je dirais, que va prendre une perspective la 6e République. C'est l'édition d'un manifeste qui se veut fondateur. Donc ce manifeste s'appelle Émergence. Et donc c'est le premier livre, puisque ce sera une édition physique et également numérique, mais surtout physique, autour donc de la proposition Une perspective, la 6e République. Donc, premier volet, il y aura 5 volets à cette édition. Donc ce seront des livres très courts, d'une trentaine de pages seulement, pour permettre à tout le monde de se faire une idée de ce qui est proposé. Donc, je vous l'annonce d'ores et déjà, mais ça sera édité dans les prochaines semaines. C'est en cours de relecture finale avant de lancer l'édition de cette première édition d'émergence. Donc, c'est justement de faire émerger une nouvelle orientation politique et au-delà de ça même une nouvelle orientation pour notre République et plus largement pour la civilisation. Donc ce livre est destiné à un large public, puisque bon, il est bien évident que les éditions qui sont faites de vidéos par l'initiative sont parfois un peu, on essaye de faire des choses simples, mais c'est parfois un peu long, un peu difficile à suivre. Donc là, l'idée a été vraiment de se mettre le plus possible à la portée de tout un chacun,
pour que tout un large public, et y compris en dehors de l'Internet, en dehors de Facebook et de toutes ces plateformes, puisse être informé et pouvoir s'investir dans l'émergence. Et en fait, la distribution, le modèle de distribution, l'idée c'est que ça soit viral, et donc bon, vous verrez quel est le montage exactement de tout ça. L'idée justement c'est que chaque numéro revenant à un prix modique de 3 €, qu'il y ait une diffusion qui soit virale, qui se mette en place. Donc préparez-vous, parce qu'on va vous demander, on va vous solliciter pour participer à la distribution, puisque de toute façon, rien ne sera possible sans une participation citoyenne. Donc je dirais c'est aussi le moyen de mesurer si réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié. C'est la mission que nous sommes fixés, si c'est quelque chose qui est réaliste ou pas. Il est bien évident que si personne ne s'investit, si personne ne s'engage dans cette voie, eh bien la barbarie est inévitable. Voilà donc pour cette première annonce, mais j'y reviendrai très régulièrement, hein, bien évidemment, puisque c'est un axe majeur pour une perspective, la 6ème République, dans la perspective de 2022, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, dépasser l'héritage de mai 68, c'est le thème de l'émission. On vient se rendre compte que c'est l'idéologie qui est dominante aujourd'hui. Bien, on va le voir avec notamment un certain nombre de figures, Serge July, Cohn-Bendit, des journalistes, des politiciens, des patrons, Kessler, tout ça ce sont des anciens maoïstes, tous les journalistes et ceux qui viennent après, comme Cohen ou Ruquier, ou celui de France Inter, là. Donc tout ça, ça forme un ensemble idéologique de référence, hein. Je n'ai pas mis le Figaro, mais j'aurais pu, qui sont en définitive tous dans la même ligne politique de l'idéologie dominante. Ils font passer l'ancienne idéologie dominante, toujours pour l'idéologie dominante, mais depuis 1968, quand même, ça fait quand même quelques années que cela est passé et que De Gaulle n'est plus au pouvoir, ni même Pompidou. Donc, et tous ces gens-là forment l'idéologie dominante, donc depuis 50 ans maintenant, et en fait ils vont également prendre leur source au New York Times, qui est, il faut faire attention à ce qu'ils disent généralement. Leur référence, c'est généralement le New York Times, qui donne un petit peu le là, hein, un petit peu comme le Vatican pour l'Église catholique. C'est ce qui donne le là à tous ces prêtres de la pensée unique. Alors, c'est vraiment l'idéologie dominante aujourd'hui. On le voit parce qu'ils occupent les postes les plus importants et tout le reste ne sont que des satellites. Parce que déjà sur le terrain idéologique, c'est eux qui définissent en définitive un certain nombre de légalisations de certaines transgressions. Ils organisent des fausses révoltes. Vous savez, c'est des façons en fait de se comporter de façon très agressive avec nos élus, notamment. Ce qui est quand même assez fort de café, puisque ces gens-là ne sont que des journalistes, entre guillemets. Ils seraient juste là, normalement, pour exposer des faits et poser des questions et permettre aux hommes politiques et à nos représentants, élus, députés, ministres ne sont pas élus, mais ou présidents, etc., à tous les élus, aux maires, de s'exprimer et de dire les choses. Alors que là, ils outrepassent très largement ce rôle, justement, en les maltraitant, bien souvent. En exerçant donc, en quelque sorte, une véritable police de la pensée, une pensée unique, hein, je ne suis pas l'inventeur du mot, et puis tout un discours droit de l'homiste, mais bon, qui est tenu lorsque ça arrange, et qu'on oublie quand ça n'arrange moins. En fait, cette idéologie dominante, c'est le nouveau clergé. En fait, il joue le rôle, tous ces relais journalistiques, joue le rôle en fait d'un nouveau clergé, avec une messe quotidienne qui s'appelle le journal de 20 heures, et puis des messes en continu maintenant, qui sont comment dire,
les chaînes d'information en continu, où on déblatère à longueur de journée la façon de penser, l'unique et seule façon de penser. Il n'y a jamais de débat contradictoire entre les hommes politiques, sauf exceptionnellement lorsqu'il y a des élections comme l'élection présidentielle ou autre. Sinon, le débat est confisqué par ce clergé, hein, parce que c'est vraiment le rôle qu'il joue, c'est la police de la pensée. Mais évidemment, citer idéologie dominante, elle est essentiellement sur le terrain idéologique, bien sûr, mais elle est aussi, bien entendu, sur le terrain politique et économique. Puisque, en fait, on remarque qu'on a un interventionnisme à l'étranger qui en découle quelque part, hein, toujours sous cette... alors, ils appellent ça au nom des droits de l'homme, mais en fait, c'est du néo-impérialisme, c'est-à-dire l'impérialisme, le colonialisme antérieur, c'était d'occuper les pays. Le néocolonialisme, c'est ceux qui ne sont pas contents avec eux, on fait des embargos, on envoie une centaine de missiles pour détruire leur infrastructure, etc. Ce qui est tout aussi dégueulasse, pour appeler les choses par leur nom, pour, en définitive, imposer leur vision. Ce sont aussi les révolutions de couleur qu'on a pu voir en Ukraine, etc., avec l'intervention de différents services spéciaux pour mettre en place ce genre de choses. Voilà, en fait, ça, c'est l'impérialisme. On n'appelle plus ça l'impérialisme. Pourtant, c'en est bien un. Et il avance bien à visage couvert. Après, sur le terrain politique et économique également, on a le libéralisme, qui est la seule pensée désormais complètement, qui est la seule possible, puisque tout doit être régi par l'économie de marché. Plus rien ne doit être dans la sphère publique. On peut être dans un régime capitaliste et avoir une sphère publique importante. La France en était un exemple pendant des années et des années, et c'est bien ce qu'on essaye de casser aujourd'hui par cette idéologie économique unique, où si vous n'êtes pas un libéral, même dans les écoles d'économie, vous n'avez même plus votre place. C'est surréaliste. On est vraiment, en termes de domination, on est plus qu'en termes de domination. Avant, vous pouvez avoir une domination, mais là, on est quasiment dans du totalitarisme, puisqu'il n'y a plus qu'une seule idéologie économique qui a voix de cité. Et puis, il y a une unification également de la droite et de la gauche au centre. C'est-à-dire que les partis les plus centrales de la gauche et de la droite, ça a été initié par Giscard et ça a atteint son couronnement avec Macron et Bayrou en France, c'est en fait, on gouverne au centre, et les écologistes aussi, hein, puisque ça se place très clairement au centre par définition de l'échiquier politique, et en mettant en avant que des sujets sociétaux, ce qu'ils appellent les sujets sociétaux, donc des choses tout à fait secondaires en définitive, des choix personnels quelque part, pour occulter en définitive les choix principaux, les choix justement sur les modalités économiques, la monnaie, comment est-ce qu'on répartit le budget, etc., l'endettement, et auprès de qui on s'endette si on doit s'endetter. Tout cela montre en définitive que la contre-révolution a fonctionné. Hein, parce qu'en définitive, et c'est ce que nous allons voir, c'est qu'en fait, dépasser mai 68, dépasser son héritage, c'est dépasser cette contre-révolution, parce que c'est une contre-révolution, nous allons voir, contre le communisme, mais elle s'approfondit et on arrive maintenant à une contre-révolution française, à une contre-révolution de 1789. Et là, on arrive encore à un autre stade. Alors, avant de rentrer là-dedans, nous allons regarder justement dépasser mai 68 et remettre un petit peu en mémoire les slogans débiles, et je dis bien débiles, qui ont été proposés à l'époque. Soyons réalistes, demandez l'impossible. C'est même en lui-même, c'est irréaliste, puisque
l'impossible, par définition, n'est pas possible. Sinon, c'est que c'est possible. La vie est ailleurs. C'est quoi? C'est les extraterrestres. Bon, on remarque que le personnage est en train de fumer un joint, visiblement. Interdit d'interdire. Alors, interdit d'interdire, c'est juste, il n'y a aucune règle, quoi. C'est-à-dire, on supprime toutes les règles. Les règles n'existent plus. On n'a plus de limite à quoi que ce soit. L'élève en sait autant que le professeur. Celui qui est éduqué que celui qui est moins éduqué. Donc on n'a plus de règles, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller se promener à poil d'ailleurs, pourquoi pas à la piscine ou pas, voilà. Sans règles, la société, ça fait partie, c'est un ensemble, une civilisation, c'est un ensemble de règles, mais aussi de morale, d'éthique. Hein. Il y a différents niveaux de choses qui sont des interdits. Interdit d'interdire, ça ne veut juste rien dire, c'est-à-dire, ou alors c'est qu'on détruit totalement la société. Mais on voit que c'est ce à quoi on aboutit aujourd'hui. CRS-SS, ça c'est vraiment d'une imbécilité totale. Les gens qui ont été confrontés au SS, je ne veux pas dire que les CRS sont des anges, hein, c'est des gens qui sont là, c'est des organes de répression, et ce sont des gens-là qui sont là pour taper. Mais confondre les CRS avec les SS, quand même, il y a vraiment une imbécilité profonde, une insulte même aux gens qui ont été victimes des SS derrière ça. Ils s'en fichent. Puisque c'est jouissez sans entrave. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de jouir, on n'est plus du tout on n'est que dans la consommation, enfin, on consomme les autres, on jouit sans entrave, on s'en fout s'il y a des dégâts, si ce qui se passe, comme c'est interdit d'interdire, eh bien on jouit sans entrave. Et puis, pareil, finalement, que sous les pavés, il y a la plage. Bon. Alors, donc on voit bien que c'est un ensemble de slogans débiles qui n'ont aucun sens. Hein. Que pareil, comme élection, piège à con. Alors je ne dis pas que les élections permettent de tout changer, les élections ont leurs limites, mais quand on élit notre maire, par exemple, quand on élit des députés, ben, ils sont là pour avoir un pouvoir. Ou le président de la République, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de pouvoir en France. Donc cela n'a pas de sens. Alors, après, il y a les règles qui font que ça va être plus ou moins facile de pouvoir élire ceux qu'on aimerait voir élus, mais bon, il y a les règles de la démocratie. Alors, pourquoi pourquoi je me permets de dire que ce sont des slogans débiles? Puisque ce sont débiles parce qu'ils sont faibles. Hein, j'ai repris ici les définitions du Larousse. Donc débile, c'est qui est faible de constitution, qui manque de force, qui est fragile, donc enfant débile, hein, que ce soit pour des raisons physiques ou mentales, qui manque de vigueur intellectuelle, de puissance, d'efficacité, une intelligence débile, donc des gens qui sont un peu simplets ou qui ont des limitations fortes. Voilà ce que c'est que la débilité. Eh bien, cette débilité que l'on mesure bien ici, dans ces slogans, ne doivent rien au hasard. Ne croyez pas cela. Puisque, avec des slogans débiles comme cela, il est impossible de créer une vraie alternative au capitalisme libéral. Et c'est bien ça qui est en jeu. Pourquoi ces slogans débiles ont-ils été mis en avant? C'est pour empêcher qu'un vrai alternative, qu'un vrai mouvement puisse s'engouffrer là-dedans, puisque avec ces slogans, vous ne construisez rien, vous ne faites que détruire, vous n'êtes plus du tout dans la perspective de faire quelque chose. Vous n'êtes, c'est le gauchisme, hein, dans sa plus parfaite expression, donc impossible de construire une alternative. C'est ça la fonction de ces slogans débiles. Et c'est bien pour ça qu'ils sont débiles, et ils ne sont pas choisis aussi débiles par hasard. Ils ne l'ont pas été. Donc si vous ne créez pas une alternative crédible, forcément, vous êtes conservateur au fond de vous-même, mais vous favorisez forcément le maintien du système en place, en le transformant. Et c'est tout l'objet du libéralisme libertaire et de tout ce qu'on a derrière.
et de tout ce que l'on voit aujourd'hui sous le vocable défini de libéral-libertaire, c'est-à-dire de l'alliance des libéraux économiques avec les libertaires sociétaux, comme on pourrait dire, pour prendre le pouvoir et mettre la consommation au premier plan. Et ça continue aujourd'hui, puisque vous avez des gens, par exemple, comme Stéphane Guillon, qui sont simplement en permanence dans l'insulte, dans le caniveau, sans aucune... On essaye d'abaisser le plus possible, mais voilà, c'est pas spécifique de mai 68, c'est toujours d'actualité. Hein. Cet héritage, il est là, il est présent, il est toujours vivant. 50 ans plus tard, il est toujours présent et il est incarné. On l'a vu avec les figures précédentes, mais lui, c'en est une des figures également emblématiques. Alors, d'où ça vient en fait, cet héritage de mai 68, d'où ça vient? En fait, si on veut le retracer, il faut partir du plan Marshall et à mai 68. C'est là en fait le point crucial. En fait, le plan Marshall, c'est une contre-attaque face à l'époque à l'expansion du communisme. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, le communisme est en train de gagner partout. En URSS, mais il a gagné l'Europe de l'Est, la Chine, le plus gros pays du monde en population, a basculé du côté soviétique, du côté communiste. Le Cuba, il y a la révolution, il y a la guerre au Vietnam, le communisme et les guerres d'indépendance, on peut citer l'Algérie, etc. Alors, ils sont plus ou moins communistes, mais ils sont quand même d'une veine socialiste, où le parti baathiste en Syrie et en Irak, même si c'est un peu à cette époque, à cette charnière, le capitalisme est en train de reculer sur tous les fronts. Il était essentiel de monter une contre-attaque. Et cette contre-attaque, elle commence dès 1945, en définitive, pour empêcher, en définitive, le débarquement de 1945. Il est certes pour attaquer l'armée allemande, mais l'armée allemande était déjà défaite. C'est surtout pour empêcher l'armée rouge d'aller jusqu'à Brest. Et les raisons aussi de l'emploi de l'arme atomique au Japon, certainement participent également de ça par les Américains. Donc, ça commence là. Et cette contre-attaque se poursuit avec le plan Marshall, puisqu'il faut empêcher, il faut financer les pays européens qui sont exsangues. Donc on fait le plan Marshall en injectant énormément d'argent, en exportant ce modèle de société de consommation qui est inventé aux États-Unis, hein, c'est le blue jean, le chewing-gum, etc., etc., la consommation de masse, hein, l'automobile, etc. Donc ça, c'est pour justement rendre la vie acceptable dans les pays européens et ne plus être de moins en moins dans l'opposition entre les capitalistes et les gens qui travaillent. Et puis il y a aussi le projet de construction de l'Union européenne. Il faut bien voir qu'à l'origine de l'Union européenne, il y a aussi les États-Unis, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Union européenne c'est pour faire contrepoids aux États-Unis. Pas du tout, hein, ça n'a jamais été le cas, on le voit bien avec l'OTAN d'ailleurs. Hein. L'Union européenne, c'est une création des États-Unis également qui ont poussé à la mise en place de l'Union européenne, bon, en commençant par le marché commun, etc. etc. C'est dans les milieu des années 50 que ça se met en place. Jean Monnet, vous regarderez sa biographie, vous apprendrez pas mal de choses à ce sujet. Donc on est dans une phase de contre-attaque. Et mai 68, bien mai 68, c'est quelque part, c'est une cerise sur le gâteau, surtout en France, puisqu'il faut casser l'axe gaulo-communiste. Avec De Gaulle, d'un côté, qui incarne la souveraineté française, et d'autre part, les communistes, le Parti communiste, qui est très puissant, et donc qui participe de cette expansion communiste sur la planète. Donc, mai 68 participe de ça. Et l'idée de génie, en définitive, hein, effectivement, qu'ils ont eu dans la droite file de Marcuse, qui en a été un petit peu l'inventeur,
c'est de te faire déborder par la gauche. Comme on n'arrive pas, quelle était la situation de la bourgeoisie? Ils voyaient bien, surtout les jeunes, ils voyaient bien qu'ils étaient en train de perdre sur tous les fronts. Et que si ça continuait comme ça, ils allaient perdre le pouvoir au niveau global. À partir de là, ils se sont dit, il faut absolument faire quelque chose, il faut se débarrasser des vieux modèles capitalistes, donc de la morale bourgeoise, de la morale petite bourgeoise, comme on dit souvent. Il faut jeter ça par-dessus bord pour pouvoir déborder le Parti communiste par la gauche. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à rétablir notre pouvoir. Et c'est d'où les slogans débiles. Il ne fallait surtout pas créer une alternative. Puisqu'on veut casser le Parti communiste, on ne va pas créer une alternative au Parti communiste qui serait susceptible de marcher. Comprenez bien que le fait d'avoir des slogans débiles est tout à fait essentiel. Tout à fait essentiel. Donc c'est le débordement par la gauche et casser les deux piliers de la société française de l'époque telle qu'elle était organisée. C'était d'une part la souveraineté nationale avec le gaullisme et un enracinement profond dans la culture française, bon, avec ce que ça peut, avec son côté moraliste, etc. Bon. Et le Parti communiste de l'autre côté. Et donc il fallait passer par un certain nombre de transgressions morales et qui sont décrites par ailleurs. Transgression morale, c'est pour la partie gaulliste, je dirais morale bourgeoise, et débordement par la gauche, c'est le côté gauchiste pour adresser le Parti communiste. Et dans la foulée de mai 68, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une idéologie du jetable, du consommable qui se met en place avec la société de consommation. Donc on jette, on consomme tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire que tout devient un objet de consommation. Comme on avait vu dans un certain nombre de slogans tout à l'heure. Et consommer, c'est bien. Et puis si on jette, si on gaspille, à la limite, c'est encore mieux. Et même les gens deviennent consommables, et ça se traduit notamment par le refus de s'engager. Donc avec la perte de crédit du mariage et de choses comme ça où on va s'engager sur du long terme. Donc, une dévalorisation du travail, évidemment, puisque ce qui est intéressant, c'est de consommer, y compris les êtres humains, mais le travail, c'est pas intéressant. Et on voit bien tous les effets délétères qu'on en a aujourd'hui, justement, dans le travail, ils viennent beaucoup de là, parce qu'on n'a plus d'éducation du travail, qui était un point commun entre les travailleurs, puisque le Parti communiste, c'est à la base, c'est le parti des travailleurs, et une idéologie aussi bourgeoise du travail, qui était incarnée, je dirais, par les petites bourgeoisies traditionnelles, dont l'émanation, je dirais, et De Gaulle est une émanation, où le travail est évidemment, le mérite est évidemment quelque chose de très important. Et une réaffirmation, d'un autre côté, de l'économie de marché. Parce que dans la foulée du communisme, il y a aussi le keynésianisme au plan économique qui s'est énormément développé, puisque avec la crise de 29, eh bien, le keynésianisme est devenu la doctrine officielle des pays capitalistes, mais du coup, forcément, puisqu'on socialise de plus en plus de pans de l'économie, bien évidemment, c'est autant de choses qui s'en vont de l'économie de marché. C'était des choses qui fonctionnaient bien, puisque ça agréait tant les communistes d'un côté que les gaullistes de l'autre, puisque avoir un État fort et avoir une partie de la société socialisée, avoir un plan, par exemple, et des choses, des grands projets, sous l'impulsion de l'État, était tout à fait compatible tant avec les communistes qu'avec les gaullistes. Donc il fallait absolument casser ça, et c'est dans la foulée qu'on a des gens comme Thatcher, Reagan, qui nous disent « There is no alternative », c'est-à-dire c'est comme ça, il n'y a que cette politique-là qui est possible. L'américanisation de la société, dont on voit, tout ça, ça s'enclenche à ce moment-là. Et aujourd'hui, on en voit tous les effets. Je parlais l'autre jour dans les Chroniques des Barbaries que on était à 70% de chansons anglaises, de langue anglaise sur France Inter Paris. 70%, vous vous rendez compte, de langue anglaise. On est en France.
La folie pure. Alors, justement, comme je parlais des critiques des barbaries, on mesure aujourd'hui tous les effets délétères et de cette idéologie, puisque pour se sortir de ce dilemme de l'époque, eh bien, ils ont cassé la société, en définitive. Ils ont cassé les ressorts des sociétés, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces transgressions qui trouvent leur origine dans la foulée de mai 68, eh bien, elles mènent à la barbarie. Donc je vous renvoie pour cela à la chronique des barbaries du 10 juillet, où je traite justement de comment ces transgressions, nous amènent aujourd'hui à la barbarie, et à une barbarie qui va crescendo. Je voudrais rappeler également des choses qu'ont dit des gens issus du marxisme, comme Engels, ou Rosa Luxembourg, ou Cornelius Castoriadis, qui pose explicitement que nous sommes face à une alternative, ou plutôt nous étions face à une alternative qui était socialisme ou barbarie. C'est-à-dire que soit on allait vers le socialisme, soit on allait vers la barbarie. Et pour eux, il n'y avait pas d'autre option, puisque c'était le développement, dans la théorie marxiste, c'est le développement inéluctable. Normalement, on doit aller vers une société qui est le socialisme, etc. Ou sinon, et après les gens, c'est des gens qui interviennent surtout dans la deuxième partie du marxisme, c'est-à-dire au XXe siècle, ils s'aperçoivent que le socialisme aussi a quand même des difficultés, et pas mal d'entraves, et les entraves notamment, on l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, qui était la barbarie hitlérienne et fasciste. Donc voilà le dilemme. Ce qu'on peut dire, et grâce à mai 68, et à cette astuce, je dirais, on peut dire que la perspective socialiste et communiste, elle est morte. Où y a-t-il encore des partis communistes, des partis socialistes, je dirais, dignes de ce nom sur la planète? Il n'y en a plus. Peut-être quelques endroits, justement, issus de la Deuxième Guerre mondiale, comme en Corée du Nord ou en Chine. C'est un gros pays, la Chine, vous allez me dire. Mais sinon, en termes de perspectives, les perspectives elles sont plus qu'étroites. Puisque, d'autant plus que, je dirais, en Amérique du Sud, qui était aussi un endroit où il y avait une perspective, on voit bien qu'il y a des difficultés et que la perspective, en fait, elle a quand même du mal à se mettre en place et à percer. Donc si la perspective socialiste et communiste est morte, d'une part, et que d'autre part, nous le constatons, et j'ai déjà eu l'occasion de citer Michel Onfray, mais c'est pas le seul à citer ça, c'est que la civilisation, en particulier judéo-chrétienne, mais la judéo-chrétienne est très importante, puisqu'elle a diffusé son modèle d'économie de marché sur toute la planète, y compris dans un pays communiste comme la Chine. Eh bien, cette civilisation est déliquescente, et pour cause, nous venons de le voir. Donc nous sommes face à cette alternative, socialisme ou barbarie, avec un premier terme le socialisme qui est disqualifié, et une barbarie qui aura tendance à s'installer, puisque la civilisation judéo-chrétienne et particulièrement judéo-chrétienne, est déliquescente. C'est un terrain parfait pour une barbarie. Alors, je voudrais citer Aimé Césaire, qui notamment, ça vous donne également à réflexion, il disait la chose suivante. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. J'ai quand même l'impression que nous sommes vraiment dans cette situation aujourd'hui. Et pas qu'à l'échelle française. Alors, quand on est à ce niveau, et c'est ce qui explique aussi qu'un P6R, une perspective, la 6ème République, a ce champ,
à cette vue, c'est que quand on fait ce diagnostic, on se dit, si on veut en sortir, comment échapper justement à la barbarie, si on est dans une alternative qui nous amène directement à la barbarie? C'est impossible, vu que la situation est en train de m'ouvrir. Il est impossible d'y parvenir sans refonder la civilisation. Alors ça peut paraître complètement fou, puisque ça semble extrêmement ambitieux, mais il n'y a pas d'autre voie, puisque sinon, il n'y a pas d'autre voie. Et on voit bien que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes globaux, des problèmes d'une telle ampleur, que sans une remise en cause profonde du logiciel, sans un grand tournant, ce que j'appelle des nouvelles lumières, eh bien, avec un engagement philosophique notamment, un renouveau philosophique vers une nouvelle direction, justement, qui nous permette de sortir de la civilisation actuelle et d'en sortir par le haut, en construisant une civilisation sur ce qu'on appelle souvent les décombres de la civilisation précédente, qui a quand même des restes qui ne sont pas inintéressants. Et comment cela peut-il se faire? Eh bien, une des choses évidentes, c'est ce qu'on disent les gens, les adeptes de la décroissance, mais la croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible. Et qu'est-ce qui amène à cette croissance infinie? C'est la nécessité pour le capital de toujours accumuler du capital. Marx l'avait bien explicité, c'est-à-dire on n'en sortira pas si on ne casse pas l'accumulation illimitée du capital. On les appelle la croissance. Il faut toujours qu'on soit en croissance, en croissance, en croissance. Mais dans un monde fini comme la Terre, ça n'a aucun sens. Il n'y a que des fous ou des économistes qui puissent croire en cela. Ce n'est juste pas possible. Surtout que la croissance est exponentielle sur la dernière période, quelle que soit la courbe que l'on prenne d'ailleurs, elles partent toutes en exponentielle. Donc ça dure jamais très longtemps. Ce qui montre bien que l'on va basculer vers la barbarie. C'est inéluctable si on ne se ressaisit pas très rapidement. Et là, on se dit, ça va pas être évident. Eh bien, on propose une voie qui n'est peut-être pas si difficile que ça. Donc, il faut casser cette accumulation illimitée du capital, et donc déjà sortir du tout marché. On a vu que c'est compatible avec une société telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle était dans le passé. Il y a une économie plus ou moins mixte, comme à l'époque de Gaulle ou de Tito en Yougoslavie ou autre, même dans d'autres pays. Il n'est pas important de la société qui sont socialisées, entre guillemets, c'est tout à fait possible. Et sortir du tout marché, ça veut aussi sortir de la marchandisation généralisée, et qui se généralise de plus en plus. On parle des mères porteuses ou des choses comme ça, on en a, ou des organes, enfin on arrive à des choses, à des horreurs absolues, c'est de la barbarie. Donc sortir du tout marché, ça fait vraiment partie des choses importantes. Mise en avant, revenir au naturel, à contrario de l'artificiel, le favoriser. Alors nous sommes une espèce qui est par nature a besoin d'artifice. Nous naissons nus, tout simplement. Donc le tout naturel n'est pas envisageable, n'a pas de sens. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas favoriser le naturel à tout ce qui est à contrario à l'artificiel. Alors qu'aujourd'hui, parce que l'artificiel, ça crée un marché. L'artificiel, si vous faites que le naturel, vous allez cueillir votre pomme dans votre jardin, sur votre pommier, il n'y a pas de marché, et vous pouvez vous nourrir. L'artificiel, c'est de créer une pomme qui est toute machinée, toute belle, etc., qui est fabriquée de façon industrielle. Voilà l'artificiel. Et la différence. Et le bio, pour ça ne change rien. Faudra quand même transporter les fruits, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de commerce, etc., mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, favoriser, mettre en avant le naturel, à contrario de l'artificiel, dès que c'est possible, et refonder les rapports humains.
Donc, vaste programme, vous allez me dire, mais ça ne pourra pas se faire autrement. On ne peut pas refaire une civilisation si on n'introduit pas, notamment, la spiritualité. La spiritualité, à la base de toute civilisation, est la spiritualité. Et là, on va au-delà même de mai 68, c'est que la spiritualité a été attaquée et niée beaucoup. Bon, il y avait des combats qui étaient sans doute nécessaires, mais on a peut-être un peu tordu le bâton un peu trop loin, hein, c'est plus loin que ce que ne voulait Jean-Jacques Rousseau notamment, en termes de déni de la spiritualité et du besoin de l'homme de spiritualité, qui est un fait, hein, tout simplement. Je vous renvoie à l'émission sur la spiritualité, c'était le dernier mercredi d'espoir, une émission un peu longue, mais qui trace une voie vers une nouvelle spiritualité qui n'est pas du tout, inenvisageable. Parce que ça fait partie des choses importantes. L'humanisme, parce qu'aujourd'hui, on va vers la négation de l'humain, hein, tant par les horreurs qui sont faites et qui ont été faites, mais qui continuent d'être faites, être commises par des hommes, que par le courant transhumaniste également. Mais également par les attaques contre la démocratie. Tout cela participe d'une déshumanisation, d'attaques contre l'humanisme, tout ça dans la filiation, hein, de tous les philosophes qui se sont inscrits dans la filiation d'Heidegger, et qui mettaient plutôt l'être, l'essence, l'être en premier lieu par rapport à l'humain. Et Achille Mbembe l'a bien montré, hein, et ça remet en cause l'humanisme en lui-même. Et ça, c'est très important de remettre l'humanisme en premier lieu, en premier point, pour refonder les apports humains. Et puis également, pour compléter cette refondation, les rapports dans le couple, il faut aussi les réimaginer pour qu'on sorte de cet aspect consommable et consommation permanente des gens considérés comme étant jetables. Je vais avec toi, je vais ailleurs, je fais un gamin ici, je fais autre chose. Et ça ne crée que de l'instabilité et de l'inconfort. Et on ne construit pas une société sur le long terme, sur des bases ainsi. Il faut un minimum de stabilité. Ça ne veut pas dire revenir en arrière. Hein. J'ai déjà, vous pourrez regarder sur l'émission justement sur la nécessité d'une nouvelle aspiration sentimentale, que justement ce qui est proposé, c'est pas du tout un retour en arrière. Même si on peut s'inspirer de ce qui s'est fait dans le passé, il n'est pas du tout question ici de revenir à la société ancienne et de mettre en place d'être réactionnaire. Le passé, on ne peut pas refaire le passé ne revient jamais. Alors, comment échapper à la barbarie ? Donc le seul niveau valable, c'est le niveau civilisationnel. C'est ce qu'il faut viser. Hein. C'est ce qu'il faut, parce que c'est à ce niveau-là, au niveau philosophique, au niveau civilisationnel, au niveau spirituel, au niveau des rapports amoureux, que l'on pourra sortir et échapper à la barbarie en réinjectant, en remettant l'humanisme au premier plan. Et on peut se dire, mais comment on va y arriver ? Parce que c'est un chantier tout à fait gigantesque. Bien, je pense qu'il y a une maturation quand même dans les esprits importante et qui est l'heure pour ça a sonné et peut avoir sonné. Moi, c'est pour ça que je m'engage dans cette initiative, parce que de toute façon, sinon c'est la barbarie, de toute façon. Donc si on veut un avenir pour ces enfants, eh bien, nous sommes dos au mur. Il n'y a pas d'autre alternative. Les alternatives, comme le socialisme ou le communisme, ont échoué. Donc il faut bien inventer et trouver quelque chose. Bien, sur la dimension politique, il y a peut-être une idée, justement, peut-être s'inspirer de ce qui fonctionnait, et ce que, justement, a détruit mai 68, de ce qui fonctionnait. Et en fait, l'idée, en termes, si on veut parler en termes de franges de la population qui peuvent soutenir un tel mouvement, elle est très largement majoritaire. Au fond, ceux qui nous gouvernent, l'oligarchie, c'est une immense... sont moins de 1% de la population. Quand même, ceux qui gouvernent sont moins de 1%, et même beaucoup moins. Donc on peut renouveler
vraiment la coalition politique en coalisant le salariat, bon, ce qu'appelait à peu près, hein, on va faire ça une grosse maille, on va dire, en coalisant le salariat, ce qu'appelaient les marxistes appelaient ça le prolétariat auparavant, avec la petite et moyenne bourgeoisie, et avec la paysannerie. En définitive, on revient au découpage antérieur qu'on avait à l'époque à la Libération, avec De Gaulle et le Parti communiste. Hein, on revient à un schéma comme ça, et un schéma qui avait une certaine stabilité et un fonctionnement. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire a passé, on ne réinstaurera pas ce qui s'est passé, mais en termes de structure et de base sociale pour politique, c'est ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de faire le pont, en définitive, entre des gens de droite et des gens de gauche, parce que nous avons désormais un ennemi commun, qui est la bourgeoisie, la grande bourgeoisie mondialisée. Et ses affidés, hein, on a vu sur les aspects journalistiques, mais il y en a d'autres, évidemment, hein, dans d'autres sphères, qui sont là. Tout ce qu'on appelle l'oligarchie, et qui représente une minorité. La Macronie, si on compte la grande bourgeoisie mondialisée, qui eux sont les vrais décideurs, sont vraiment une toute petite frange, leurs affidés, au maximum, ils représentent 20%, puisque dans la petite et moyenne bourgeoisie, il y a plein de gens qui en fait se retrouvent, pourraient se retrouver dans le projet qui est proposé. Et donc, nous avons un ennemi commun, et la paysannerie, c'est encore plus évident pour eux, les pauvres, puisque c'est vraiment un massacre auquel on assiste. Donc, il y a une possibilité de coaliser politiquement. C'est la base sociale, d'avoir une base sociale, mais une base sociale extrêmement large, extrêmement large. Donc, en fait, c'est parce qu'ils contrôlent les médias, qu'ils contrôlent la justice, qu'ils contrôlent les manettes du pouvoir, qu'ils arrivent à se maintenir au pouvoir, justement. Mais au fond, ils sont très peu nombreux et ils sont pas forts, ils n'ont rien, en fait, en définitive, à nous proposer, à part aller de plus en plus vers la barbarie et la déliquescence et la destruction de la société. Si on ne leur botte pas les fesses et qu'on les fout pas dehors, franchement, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment qu'on est des imbéciles. Et comment y arriver? Eh bien, on peut y arriver. Le chemin, c'est justement la Constitution, la 6ème République, parce que c'est ce qui permet, à ce stade, aujourd'hui, de façon relativement pacifique encore, d'unifier, justement, comme en 45. En 45, 46, il y a eu les constitutions, les constitutions de la 4ème République sont issues de cette époque. C'est pas un hasard non plus. Hein. Ces constitutions, eh bien, avec un président dont ce sera le seul mandat de remettre en place cette 6ème République, en tenant compte de tous ces éléments-là, ça donne une perspective réaliste, parce qu'on peut dire créer une nouvelle civilisation, c'est démesuré. C'est vrai que c'est un chantier gigantesque, mais il y a aussi des épreuves et des étapes pratiques, des étapes complètement à portée de main, de façon réaliste. Avoir un candidat qui soit élu à l'élection présidentielle, c'est pas l'élection a lieu dans 2 ans, hein, dans 1 an et demi maintenant, presque, un peu plus d'1 an et demi. Ça existe. Elle aura lieu en 2022 et on peut présenter un candidat si on s'en donne les moyens. Mais il faut s'en donner les moyens, ça c'est clair. Et sur un objectif à la hauteur. Pas simplement jouer petit bras sur des objectifs qui ne sont pas à la hauteur et qui échoueront. Alors, pour finir cette émission, quelques conseils. Alors celui-là, c'est donc un premier conseil de visionnage. Donc c'est une émission qui a été enregistrée sur Radio Galère il y a quelques années de ça, mais elle est vraiment très très instructive. Vraiment, je vous encourage à la lire, à l'écouter. C'est facile à écouter, vous pouvez écouter ça en tâche de fond. Donc c'est une interview donc consacrée à Michel Clouscar, avec Émeric Monville et Dominique Pagani.
Donc là, vous avez l'URL de cette vidéo. Néofascisme et idéologie du désir, mai 68, la contre-révolution libérale libertaire. Donc voilà, c'est exactement le sujet en fait dont je parlais aujourd'hui. C'est tout à fait juste. En fait, c'est voilà pourquoi c'est un grand philosophe, Michel Clouscar, c'est que lui, il a diagnostiqué ça, le premier, et dans toutes ses dimensions. Donc là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Enfin, je vous engage vraiment à l'écouter. Ça dure une petite heure, mais c'est pas visuel, hein, donc vous pouvez l'écouter en faisant autre chose. Vraiment, écoutez-la, vous allez vraiment retrouver ce que je dis là, et de façon, dit d'une façon différente. Et puis un autre conseil, un conseil de lecture cette fois-ci, un article qui est paru sur Le Vent se lève, qui est un site internet. Hein. Pareil, toujours sur Michel Clouscar, sur une description. Alors, ça peut être une introduction justement à la pensée de Michel Clouscar, parce que comme je l'ai déjà dit, parfois c'est pas toujours facile, il n'est pas toujours facile de le lire. Donc là, c'était un article modérément long, je dirais, par Pablo Patarin, hein, donc qui est du 20 août 2020, autour du capitalisme de la séduction, qui est un autre livre de Michel Clouscar. Donc là, vous avez l'adresse internet également de cette partie. Bon, après, l'auteur s'interroge à la fin sur un certain nombre de choses. Bon, après, voilà. Comme je disais, si on arrive à progresser, hier ne reviendra pas, on ne fera pas ce qui était hier. Et il y aura des choses nouvelles et il faut aller de l'avant. Il n'est pas question d'avoir une dimension réactionnaire. La réaction n'amène à rien. La réaction, c'est juste une autre forme de barbarie. Le but, il n'est pas là. De mettre en place des tyrans ou des choses comme ça, c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, un autre conseil de lecture intéressant. Alors, la semaine prochaine, c'est à définir, je remets la même chose, hein, implication de la nouvelle spiritualité. Bon, peut-être ça sera une émission là-dessus, puisque l'émission sur la spiritualité a duré un certain temps. Mais ça a aussi un certain nombre d'implications. Donc peut-être la semaine prochaine, ça sera le sujet. Ou bien, quelque chose de plus terre-à-terre sur la composition du gouvernement, le circuit législatif. Donc qu'est-ce qui est proposé en termes d'organisation et de composition et de fonctionnement de la 6ème République. Ou bien peut-être encore, pourquoi nous sommes à un tournant historique. Je pense que c'est ce dernier thème que je pense que je vais prendre, qui est un peu dans la poursuite de ça, de dire en fait pourquoi actuellement nous sommes à un tournant historique, et que voilà, nous sommes vraiment à la croisée des chemins, pour aller vers une autre direction, ou pas. Une direction délétère. Voilà. Donc, le mot de la fin, reprenons espoir, engagez-vous, inscrivez-vous sur le site Une perspective, la 6ème République, rejoignez l'initiative, Chronique des barbaries reprennent également, donc vendredi prochain à 18h30, donc nous serons le 11 septembre, je crois. Oui, exactement, le 11 septembre, eh bien ce sera peut-être l'occasion justement de marquer cette date qui est le point d'entrée, sans doute, de l'entrée, le point d'entrée dans la barbarie qui arrive, si nous ne réagissons pas. À la semaine prochaine, et je vous dis donc à bientôt. Allez, au revoir. Si nous ne réagissons pas. À la semaine prochaine, et je vous dis donc à bientôt. Allez, au revoir.